Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie du bilan culturel du mois d'avril qui sera composé de musique, de podcasts, de chaînes YouTube et surtout de films et de séries. Je vais commencer avec le seul podcast que j'ai redécouvert entre guillemets ce mois-ci. Il s'agit de Popcorn. Donc Popcorn, c'est un podcast des étudiants de Sciences Po sur Radio Germaine, qui est du coup la radio de Sciences Po. Popcorn, c'est une émission que vous connaissez peut-être grâce à Janira qui y participe. Chaque semaine, il parle de l'actualité du cinéma, mais pendant le confinement, évidemment, c'est un petit peu bloqué, entre guillemets, étant donné que les salles sont fermées. Donc, ils ont fait une série d'épisodes qui s'appelle Popcorn Confiné. Et chaque chroniqueur conseille une série ou un film et explique ce qui lui a plu. Donc ça peut être des films actuels ou des films plus anciens. J'ai écouté ça à chaque fois que ça sortait. Et c'était hyper plaisant. Il y a des films que j'ai redécouverts, il y a des films que j'ai découverts tout court, il y a des séries dont j'avais jamais entendu parler, qui ont été conseillées et qui du coup se sont ajoutées à ma watchlist. Donc voilà, vous pouvez aller écouter ça, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Ensuite, je vais passer à un compte Instagram qui s'appelle Nous, N-O-U-S, Vel, Vague, qui fait des bilans culturels, fait souvent des IGTV. J'aime beaucoup son format, je trouve qu'elle a une esthétique qui est hyper belle sur son compte. Elle parle très bien des œuvres qu'elle présente, que ça soit livres et films, surtout tournés autour du cinéma en fait. Voilà, j'aime beaucoup son contenu, donc je vous conseille d'aller la suivre. Je vais parler d'une chaîne YouTube que je suis depuis longtemps et je trouve qu'elle prend un tournant qui est hyper intéressant et j'ai adoré la voir évoluer. C'est la chaîne de Serial Bookeuse, donc Louise, et elle fait des études en lettres, mais là elle se tourne beaucoup plus autour du cinéma. Elle finit son mémoire de M2. Elle a fait son mémoire autour de la télé-réalité et des représentations des femmes dans la télé-réalité, si je dis pas de bêtises. Et je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. De plus, là, elle a fait des vlogs pendant le confinement et ça m'a grave fait du bien de l'avoir parlé. Elle est totalement décomplexée et c'est hyper agréable. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne parce qu'elle a vraiment un contenu qui me plaît. Et le fait de voir son évolution au fur et à mesure, ça fait plaisir aussi. Elle donne de la dynamique, je trouve, même dans une période de confinement comme ça. Après, je vais passer à la musique. Donc, il y aura un album qui s'appelle Walls Down du groupe House of Echo. Je ne saurais pas comment le placer au niveau musical. C'est du jazz électro-ambiance, on va dire. C'est très sensoriel et très proche au niveau des sons de la nature. C'est assez planant. Je mettais ça pendant que je travaillais. C'est instrumental. Je trouve que c'est recherché comme musique et qu'il y a vraiment une atmosphère particulière. J'avais adoré l'album précédent et j'aime beaucoup celui-ci aussi. J'ai réécouté Ultraviolence de Lana Del Rey. J'ai pas grand chose à en dire, mis à part que j'adore toujours autant, que là aussi il y a une atmosphère mais qui est totalement inhérente à Lana Del Rey en règle générale. C'est peut-être redevenu mon album préféré de tout ce qu'elle a fait. Et le dernier album dont j'ai envie de parler, c'est La Vita Nuova de Christine and the Queens, qui est le nouvel album qu'elle a sorti au début du mois d'avril, je crois, ou fin mars. J'aime beaucoup cet album. Il y a des musiques en français, il y a des musiques en anglais. Du coup, je vais peut-être vous parler des musiques qui m'ont le plus plu sur ces trois albums. Sur celui de Christine and the Queens, c'est People I've Been Sad. Pour Ultraviolence, je crois que c'est Pretty When You Cry, The Other Woman. Et pour House of Echoes, j'aime beaucoup Tria et Ritual Horizon. Voilà pour tout ce qui est en dehors des films et des séries. Maintenant je vais passer à ce chapitre-là qui va être un petit peu plus long. Comme le mois dernier, je vais pas parler de tout ce que j'ai vu, je vais parler de ce
qui a été le plus marquant entre guillemets dans mon mois, et je vous mettrai tous les films en barre d'infos, sachant qu'il y aura aussi le lien Mon Sens Critique où vous pouvez retrouver un petit peu tout, que ça soit film, musique, livre. Donc au début du mois, il y avait Papy Chat qui était en libre accès, je sais plus du tout sur quelle plateforme. Film que j'avais pas vu mais que j'avais très envie de voir. On va suivre une jeune femme, donc Papy Chat, qui est absolument passionnée de mode, mais qui, face au pouvoir en place, peut pas exprimer toute sa créativité, toute sa passion et tout son talent. Et malgré tout ça, elle va essayer de mettre en place un défilé. Et donc on va suivre ça avec toute l'oppression qu'il y a autour. Le film est très très bien réalisé. J'ai pas grand chose de plus à en dire, mis à part que si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille vraiment. Ensuite, j'ai vu Habemus Papam de Nanni Moretti, entre autres parce que j'ai vu d'autres films. J'ai vu Bianca et La Chambre du Fils, il me semble. J'ai un peu moins aimé ces deux-là. Habemus Papam, on va suivre celui qui est nommé pape, le nouveau pape, mais qui ne veut pas devenir pape pour plein de raisons. Et on va voir déjà comment il est élu et ensuite comment il essaye de faire en sorte de ne pas venir à la tête du Vatican. Et c'est plein d'humour, plein d'autodérision, plein de poésie à la fois. Nanni Moretti joue généralement dans ses films, il fait souvent des caméos et là en l'occurrence il joue le psy et c'est excellent. Enfin, c'est vraiment empreint d'humour et c'est intelligent. Il y a des plans qui sont géniaux. Je pense notamment au plan du début où on voit tous les cardinaux, je crois, qui descendent pour faire la séance en fait d'élection et c'est absolument magnifique. Les plans de la ville sont superbes, je vous le conseille. Je sais plus s'il est sur Arte, mais si vous le trouvez vraiment, regardez-le. Après, j'ai été très étonnée parce que j'ai regardé un film de Christophe Honoré. Et j'ai aimé, ce qui ne m'était jamais arrivé face à un film de Christophe Honoré. J'ai vu en fait des films où on avait clairement l'impression qu'il avait pris l'esthétique de Jacques Demy, qu'il l'avait collé et que en fait ça fonctionnait pas du tout et que c'était insupportable et que c'était un cinéma qui s'auto-congratulait pendant tout le long. Et là en l'occurrence du coup j'ai vu Les Chansons d'amour, qui est un film beaucoup plus récent et qui traite d'un trio, d'un couple, d'un trouble entre deux femmes et un homme. J'ai pas grand chose à en dire, mis à part que c'est très calme. Il a beau avoir fait une comédie musicale comme ça a été le cas pour les films que j'ai vus précédemment, je trouve que pour le coup c'était bien fait et qu'il s'est trouvé une esthétique qui lui était propre. On est dans une esthétique beaucoup plus naturaliste entre guillemets et ça fait du bien. Mais c'est vrai que ceux que j'avais vus avant c'était vraiment du calque et c'était déplaisant au possible. Et pour le coup là vraiment j'ai aimé ce film, donc je le note et il me semble qu'il est encore sur Arte, donc si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille. Grâce à Arte une fois de plus, j'ai vu plusieurs films de Romer, j'ai vu La Collectionneuse, Le Genou de Claire et Ma Nuit chez Maud. Alors La Collectionneuse, il y a eu un grand engouement pour ce film. Je peux comprendre pour la première partie du film. Après, il y a plusieurs choses qui m'ont dérangée. Alors je l'ai vu au début du mois, alors je ne m'en rappelle plus exactement. Mais quand il est sorti, il me semble qu'on en a parlé comme un film éminemment féministe. Alors le début du film, une bonne partie du film, a effectivement un propos qui est assez libérateur pour la place de la femme à l'époque. Mais ça retombe un peu comme un soufflet à la fin, je trouve. Du coup c'est ça qui m'a déplu. Après, que ça soit dans celui-ci ou dans les autres films que j'ai vus de Romer, ce qu'on retient c'est vraiment l'esthétique. Ce sont des films dans lesquels il se passe pas grand chose. Mais que ça soit au niveau de la couleur, de la direction de la photo, c'est beau, c'est simple et c'est bien mené. Le Genou de Claire, pour le coup, je ne l'ai pas aimé et à peu près pour les mêmes raisons que ce que je viens d'évoquer pour La Collectionneuse. Le Genou de Claire, moi il y a quelque chose qui m'a profondément dérangée, c'est les relations avec des hommes plus âgés et des jeunes filles, voire des enfants. C'était très très dérangeant. Et enfin, le film que j'ai aimé de Romer, c'était Ma Nuit chez Maud, qui est un des classiques, entre guillemets,
du cinéma de la nouvelle vague où un homme va passer la nuit chez une femme qui s'appelle Maud avant de rencontrer entre guillemets celle qui sera sa femme donc on est en noir et blanc, on a des plans magnifiques de plage, on a des scènes latentes entre les deux protagonistes principaux, c'est beau, c'est planant, il y a un détail qui est accordé au visage qui m'a beaucoup plu, je trouve qu'il est très poétique et voilà. Après, j'ai vu La Baie des Anges de Jacques Demy, qui se détache beaucoup des films de Jacques Demy que j'avais vus précédemment. Donc Jacques Demy, c'est celui qui a réalisé Les Demoiselles de Rochefort et Les Parapluies de Cherbourg, comédie musicale et films musicaux avec une importance donnée aux couleurs et tout ce qui s'ensuit vraiment au niveau de la colorimétrie. Et là, La Baie des Anges, c'est un film en noir et blanc qui était disponible sur la Cinémathèque de Nice. Malheureusement, il ne l'est plus actuellement, mais si vous le trouvez, vous pouvez je vous le conseille voilà, également. Où on va suivre un jeune homme qui se fait emporter entre guillemets par son collègue dans les affres des jeux et du poker. Et donc il va descendre dans le sud en voulant gagner de l'argent, en se croyant extrêmement chanceux, et il va retrouver une femme qu'il avait déjà croisée auparavant. On est dans l'argent au centre des relations, l'argent au centre des intentions, tout gagner et de tout perdre à la fois, que ce soit au niveau des relations humaines ou au niveau des gains. Après j'ai vu Eraserhead, je crois que ça se dit comme ça, de Lynch. Lynch est très particulier en règle générale comme cinéma. Et là, je saurais même pas placer ce film dans un genre précis. En gros, le plot qui est donné, c'est un homme qui a un enfant avec une femme et la femme ne garde pas l'enfant avec elle et le confie à cet homme qui va devoir l'élever. Sauf que cet enfant n'est pas spécialement humain, dirons-nous. Et donc ça amène à une intrigue très étrange, très étrange, glauque et un peu dégueulasse par moments. Il y a des plans où j'ai tourné la tête parce que c'était écœurant en fait. Là vraiment ça m'a fait penser à des films d'horreur des années 30, si c'est pas anachronique de dire ça. Ça relève quasi de l'expressionnisme quoi. C'est une expérience à lui tout seul ce film. Donc je sais pas si je vous le conseille pour le coup, âme sensible s'abstenir je crois. Il y a des plans très longs, très recherchés, ça je peux jamais l'enlever à Lynch, je sais qu'il a des plans extrêmement recherchés et je pense que c'est très réfléchi à chaque fois. Ce qui fait aussi que sous certains aspects, le spectateur peut être perdu et ça a été plus ou moins mon cas certaines fois et notamment là. Après j'ai vu plusieurs films de Truffaut car ils sont arrivés sur Netflix. J'ai vu Les Deux Anglaises et Le Continent, Tirez pas sur le pianiste et La femme d'à côté. Dans leur globalité, je les ai tous appréciés. Mais je vais plus vous parler de La femme d'à côté avec Fanny Ardant et Depardieu. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui ont été amants il y a longtemps et la femme déménage avec son conjoint à côté de l'homme. Et ça va être toute une histoire de ne pas revivre leur histoire d'amour ou la revivre et la revivre cachée ou la vivre au grand jour. Des jeux de cache-cache dans leur village et dans les villes alentours. Il y a toute l'esthétique à la fois de la nouvelle vague avec une intrigue amoureuse mais aussi une intrigue familiale et policière on va dire. J'ai beaucoup aimé l'esthétique, on voit que c'est plus le cœur de la nouvelle vague entre guillemets. Mais j'ai beaucoup aimé et je crois que je n'avais jamais vu de film avec Fanny Ardant et j'aime beaucoup son jeu. Je sais qu'il y a aussi Vivement Dimanche, si je ne dis pas de bêtises, sur la plateforme, donc du coup je pense que je le regarderai. Je vais me concentrer aussi sur Les Deux Anglaises et Le Continent, qui est peut-être devenu mon Truffaut préféré. C'est l'histoire d'un jeune homme qui rencontre une Anglaise à Paris et cette Anglaise veut le marier avec sa sœur. Lui est pas forcément contre mais il est pas forcément pour, je crois qu'il est un petit peu indifférent
et au fur et à mesure va se créer une relation de séduction où il va essayer de moins d'obtenir son affection. Ça va toujours être un échec et on va se demander pourquoi jusqu'au moment où il y a la révélation. Il y a toute une question de triangle amoureux comme Truffaut aime à les faire et j'ai trouvé qu'il y avait un des enjeux qui était bien amené malgré qu'il y ait des points qui soient un peu problématiques. J'ai pas envie de vous spoiler en fait, mais il y a de l'homosexualité et donc du coup je trouve que c'est quand même bien que ça ait été amené à cette époque-là parce que c'était pas des choses qui étaient représentées à l'écran, il me semble, où c'était vraiment sous-jacent et là pour le coup c'était central. Après je pense que ça n'a pas été traité au mieux sur certains points, mais c'était pas un élément que je m'attendais à voir en regardant un film de la Nouvelle Vague, du coup ça m'a fait plaisir. On retrouve cette esthétique de Truffaut. J'ai trouvé que le triangle amoureux était quand même mieux mené que dans Jules et Jim, film que j'avais pas du tout aimé. Et maintenant je vais passer aux séries et j'ai regardé pas mal de séries ce mois-ci, étonnamment. Je suis pas du tout quelqu'un qui regarde des séries en règle générale. Et là, j'ai un peu binge-watché. J'ai commencé le mois avec I Am Not Okay With This. J'ai pas grand chose à en dire, mis à part qu'on retrouve l'esthétique assez proche de The End of the Fucking World parce que c'est le même réalisateur, il me semble. Je pense que c'est aussi parce que je suis pas fan de tout ce qui est super pouvoir et tout ça. Mais j'ai trouvé qu'il y avait en fait du sensationnel pour pas grand chose. Ça se regarde vite, mais est-ce que ça se regarde bien? C'est encore une autre histoire. L'esthétique est belle, mais au niveau de l'intrigue, j'ai trouvé ça un peu sans fond. Mis à part la question queer, et encore c'est touché à tâtons, je trouve. Donc voilà. Après, j'ai vu Feel Good, qui est une série Netflix qui est également sortie au début du mois, où on va suivre deux femmes qui ont une histoire d'amour. Une est humoriste et elle a grave du mal à gérer sa vie et elle est ancienne narcotique, je crois qu'on dit comme ça. Elle essaye plus ou moins, sans trop le vouloir, de sortir de son addiction, mais c'est compliqué. Donc sa compagne la prend et lui demande d'aller suivre une thérapie entre guillemets. Et bref, on va suivre toute leur relation amoureuse avec la question de l'homosexualité traitée sous un prisme intéressant qui est aussi l'hétéronormativité. Et je ne saurais pas comment le dire, mais le fait qu'une femme hétéro dise j'aime les hommes mais toi c'est différent, t'es la seule femme que j'aimerais. Et ce qui est fondamentalement embêtant. Donc ça pose cette question-là qui est en fait l'hétéronormativité dans les couples lesbiens et dans les couples homosexuels en règle générale, que j'ai trouvé intéressante à mener parce que c'est des questions, je crois, que lorsqu'on n'est pas intéressé par le sujet, on n'aborde pas ou on connaît très peu. Du coup j'ai trouvé ça assez bien fait, surtout pour une série qui est courte comme ça et qui est sur Netflix en fait, qui est en libre accès à tous et à toutes. Je vais terminer avec mon coup de cœur du mois, mais vraiment un coup de cœur sans faille, qui est la première saison de Big Little Lies. Donc Big Little Lies, on en a beaucoup parlé, c'est une série HBO qui est diffusée sur OCS. Et on va suivre principalement trois mères dans une petite bourgade américaine. On va les suivre dans leur vie quotidienne, dans leur vie familiale, dans leur vie maternelle. Et elles vont toutes les trois se lier d'amitié, créer des liens très forts. On suit ces histoires-là avec des séquences d'interviews parce qu'un meurtre a été commis. Elles sont accusées. Donc du coup, il y a tous les pères de cette petite ville qui témoignent de ce qu'ils pouvaient savoir. Et je trouve que la série est très bien réalisée. Le générique est tellement bien, la musique est tellement bien, la photo est sublime, les plans de mer sont magnifiques. Je trouve qu'il y a des sujets très très importants qui sont abordés, mais qui sont très bien abordés. Ça peut être un peu violent
certaines fois. Donc trigger warning, violence sexuelle et violence conjugale. Et pour vous dire, j'ai tellement aimé que ça a été un des points principaux pour me faire prendre l'abonnement Canal+, série, pour pouvoir regarder la saison 2. Donc c'est dire à quel point ça m'a plu. À l'heure qu'il est, on est le 5 mai je crois, ou le 6 mai, et j'ai déjà terminé la série, ou du moins tous les épisodes qui sont sortis. Mais ça, on le verra dans le mois de mai. Voilà, je peux que vous conseiller cette série. Et je termine avec ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez vu des films, des séries, si vous avez écouté les podcasts de Popcorn, si vous avez écouté les mêmes albums que moi, si vous avez regardé les mêmes choses que moi, et ben je vous invite à me laisser un commentaire. Si vous les avez pas vus, j'espère que ça vous aura donné envie. Et puis sur ce, nous on se retrouve rapidement sur les réseaux sociaux si vous voulez, Instagram, Twitter. Et puis vous pouvez voir mes avis ou du moins mes notations de contenu culturel sur Sens Critique. Et puis on se retrouve je pense bientôt sur YouTube. Et puis voilà, ciao!